Vous avez des remords. Que voulez-vous dire ? Non, j'essaie seulement d'imaginer ces 15 dernières années de votre vie. Génial. Quand vous rentriez le soir et retrouviez votre famille, vous pensiez à... Bien sûr que j'ai des remords, sinon je serais pas là. Non, pardon, non, j'ai mal formulé ma question parce que je n'attends pas des remords, mais une analyse. Grâce à vous, j'ai pu analyser cette situation et je vous en suis reconnaissante. Je me dis que c'est inutile que vous demandiez pardon en public parce que ce serait vraiment trop facile. Non. Vous savez ce qui se passe, monsieur Lopez-Vidal ? C'est qu'il y en a plein comme vous. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop. Et j'ai le sentiment que le seul espoir que nous avons pour que des gens comme vous ne reviennent plus, c'est à travers l'analyse et la réflexion. Et donc répondez s'il vous plaît à cette question. Pendant ces dernières années de votre vie, pendant ces 15 années de votre vie, tandis que vous voliez pour vivre comme un pacha, vous avez pris le temps de penser, de réfléchir, d'analyser ce que vous faisiez ? Vous avez pris le temps de vous demander si votre fille grandissait en se disant que ce que vous faisiez était normal ? Étiez-vous conscient que c'était réservé à une élite, aux requins, aux plus rusés ? Répondez, s'il vous plaît. Parce que j'ai du mal à imaginer que quelqu'un d'aussi intelligent que vous n'ait pas pris le temps de penser, et si vous l'avez fait, si vous avez réfléchi, je peux pas non plus concevoir que vous ayez pu dormir la nuit tranquillement avec la vie que vous meniez. Donc répondez à ma question. Avez-vous pris le temps de penser une seule fois, une seconde de votre vie, un instant, pendant toute cette époque, à ce que vous faisiez ? Tony, Ouais. t'as vu ça ? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça ? C'est ça qui est important ? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'entailles. Je m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Prost. Ah, ton cul. C'est mon génie. Écrit, non, je vois pas pourquoi t'es déprimé. Bah quoi ? C'est un peu navrant. Comment ça ? Bah, je sais pas, il y a plus rien, regarde. Bah quoi, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois bien, c'est plat, c'est pas ressenti, c'est pas inspiré, ça s'applique. Ça fait semblant. Tu comprends ? Non. Ouais, c'est nul. C'est frigide. Voilà. Ça se dit pour honnête, ça ? Pour celle-là, sûrement. Attends, je te trouve sévère. Il y a des élans formidables dedans. J'aime beaucoup ce vent tiède qui le pousse jusqu'à toi. Oh non, il n'y a plus rien de senti, plus de beauté, plus rien. Bah pourquoi il t'écrirait alors ? Je sais pas. Peut-être qu'il s'éloigne, poliment. Enfin, c'est pas la lettre de quelqu'un qui s'éloigne, merde. Regarde là. Tes cheveux dans le soleil radieux. Et ton chemisier bleu, comme un ciel radieux aussi. Bon, bah, il y a une petite répétition, enfin, c'est pas la fin du monde, hein. Le ciel, le soleil, le vent, c'est plus de l'amour, c'est de la météo. Enfin, ça va. Peut-être qu'il est fatigué, ce type, le pauvre. Peut-être qu'il a des journées pas simples, tu vois, et que tout le monde l'emmerde. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Qui est là aujourd'hui pour nous causer de tout un tas de sorties. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait d'émission. Depuis, on a fait une braderie, tu as fait le festival de Cannes. Tu es patron de l'Arvor toujours et tu vois énormément de films. Mais on a fait une petite sélection parmi tout ça. Et les films dont on veut causer en priorité, ce seront ceux notamment de Pierre Salvadori, parce que justement il faisait l'ouverture du festival de Cannes avec la Vénus électrique, et puis il y a le Sol Rogoyen, L'être aimé, qui étaient donc deux films qu'on attendait avec impatience. On gardera du temps en fin d'émission pour évoquer d'autres sorties ou au cinéma ou en DVD, suivant le temps qu'on va passer à parler de ces deux premiers films qui sont assez importants. On commence avec le Sorogoyen.
sans transition, hein. Le Sorogoyen, dont on avait déjà causé avec insistance, même je dirais pour son précédent film qui était Asbestas, qui nous avait tous les deux profondément plu. Complètement. Voilà. Mm. Merci. J'attendais ton soutien. Non, mais je l'avais vu pas mal de fois. Là, ça fait quelques années que je l'ai pas vu. Enfin, quelques années. Peut-être 2 ans que je l'ai pas vu, mais je sais que je l'avais vu 3 fois en très peu de temps. Il a fait une série entre temps, Oui. Sorogoyen, que moi je n'ai pas vu parce que tu m'avais dit que c'était pas bien. Ah ouais. Après, j'ai juste dit, c'est pas que c'était pas bien. J'ai dit que ça ne méritait peut-être pas l'enthousiasme démentiel qu'elle pouvait générer, notamment chez nos meilleurs ennemis, mais aussi un peu partout dans la presse, quoi. Mais après, voilà, donc j'ai dû être beaucoup trop violent On l'a par rapport pas évoqué dans voilà. l'émission, en tout cas, cette série de Sorogoyen, alors même que c'était, en tout cas, à l'époque de Asbestas, justement, l'un des cinéastes dont on disait que c'était l'un des plus importants en Europe. Après, il y avait même avant Asbestas, alors je sais plus si on en avait parlé ou pas, mais voilà, moi je sais que Dios nos perdone, qui est le premier film que j'ai vu de ce gars-là, je m'étais dit quand même, je me rappelle que c'était au même moment qu'un autre film espagnol de genre était sorti, qui était La Isla Minima, qui avait fait un carton, que Dios Dos Perdone avait moins marché, et je m'étais dit quand même, c'était moi je trouvais ça vachement plus solide que la Isla Minima, et c'est vrai que c'était quelqu'un d'hyper étonnant, parce que à chaque fois le style changeait vraiment, et il y avait quand même à chaque fois une maîtrise assez hallucinante, que ce soit dans El Reino, qu'il avait vraiment plutôt très bien marché au niveau critique et public, et un film qui avait un peu moins marché aussi, Madré, mais qui était vraiment très étonnant aussi, parce que c'est dans un registre encore une fois complètement différent. Mais on garde quand même justement un lien, il a un style entre guillemets qui joue sur la tension, sur une écriture, et tous ces films dont on vient de parler peuvent recevoir des critiques, je pense. Il y a aucun de ces films-là qui est parfait, même si Asbestas atteignait un niveau d'écriture qui était d'une efficacité assez redoutable, je trouve, mais c'est vrai que c'est d'une complexité aussi, voilà. C'est folle, Voilà, oui, il arrivait mais il a un grand talent en termes d'écriture, je pense, vraiment, et en tant que directeur d'acteur. En termes de mise en scène, il arrive toujours, et là, on va en reparler, je pense, pour son dernier film, L'être aimé, avec Javier Bardem. Mais il n'empêche que, en termes d'écriture et de direction d'acteur, on a affaire quand même à un grand bonhomme, en fait. Et moi, je resterai toujours impatient de voir ses prochains films, en fait. Et je suis ravi de ça, de me dire, tiens, il y a un bonhomme, peu importe si c'est un Espagnol ou un Américain, mais parce qu'aujourd'hui, dans le cinéma contemporain, on est quand même assez faible en termes d'auteurs et de cinéastes dont on peut attendre des œuvres importantes. Là, cette semaine sort un film de Spielberg, tu vois, on peut attendre un film de Spielberg, on peut attendre... En fait, des auteurs contemporains, je me rends compte qu'il y en a de moins en moins dont je peux attendre vraiment le travail. En tout cas, c'est les seules fois où tu te déplaces en salle, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Et des nouveaux talents. Et donc, ouais, en effet, je me déplace en salle pour voir un film d'un Espagnol. Putain, what? Non, et en effet, Sorogoyen, ouais, je me déplace pour voir un de ses films. C'est vraiment parce que je me rappelle de Asbestas d'avoir des vraies sensations physiques de spectateurs. On dit, putain, mais qu'est-ce qui va se passer, en fait? C'est un truc tout con, mais ça me donne vraiment envie d'aller voir le moindre de ces films, parce que je sais qu'il écrit particulièrement bien, et encore une fois, que c'est un grand directeur d'acteurs. Asbestas, moi, m'avait plu aussi parce qu'il y avait une vraie rigueur en termes de mise en scène, qui s'adaptait complètement à cette écriture qu'il avait, de la tension. On l'avait parlé dans l'émission, mais ce qu'on avait dans Il Reno, on pouvait retrouver ça, mais Asbestas, c'est vrai, pousser la tension sous influence des Chiens de paille, par exemple, vraiment à son paroxysme. Mais tous ces films ne sont pas évidemment du même acabit, et là on a affaire à un autre objet un peu plus méta, puisqu'il s'agit du tournage d'un film, de l'histoire encore une fois familiale, on reste dans des histoires familiales,
Mais c'est l'histoire d'un grand metteur en scène qui va proposer à sa fille, avec qui il n'a aucun contact depuis des années, de jouer dans son film. Et puis ça va être justement la relation et les conflits entre eux, et puis surtout de faire un portrait de ce metteur en scène justement qui abuse de son pouvoir. Voilà. Sur l'écriture justement, enfin tout ce que je viens de dire sur ce que j'ai apprécié de Sorogoyen, je le retrouve complètement moi dans ce film. Et j'ai été embarqué et j'ai imprégné par tout ce qu'il proposait en termes d'écriture. L'écriture et le jeu des acteurs, pour moi, étaient impeccables dans L'être aimé. Et Javier Bardem a une présence que j'ai trouvée... voilà. Et ça me fait penser, moi, à comment il s'appelait ton copain qu'on avait vu dans le film avec DiCaprio. Toi, tu fais un amalgame entre tous les acteurs espagnols. Je pense Non, que rien à voir. tu dis que c'est Benicio del Toro. Mais surtout, non, mais c'est non. Alors, tous les acteurs hispaniques. C'est pas parce qu'ils sont hispaniques, c'est en termes de présence. On a peu d'acteurs contemporains en fait qui me provoquent ce genre de présence. Tu dis putain, ce type, il a une présence. Il en impose, il est exceptionnel. Et ben Javier Bardem dans ce film-là, il est exceptionnel, il en impose. Et le discours de l'acteur par-dessus, je sais que j'ai parcouru un petit peu la conférence de presse à Cannes qu'il a pu faire, et le discours qu'il a pu tenir était impeccable sur justement la présence de l'homme dans la société contemporaine et comment est-ce qu'on représente l'homme et le pouvoir de l'homme dans la société contemporaine. Enfin, son discours était vraiment impeccable. Et de le voir, lui, en tant qu'acteur, dans ce film-là, représenter ce pouvoir-là, sans en faire des caisses. Enfin, en termes d'écriture, vraiment, son personnage dans le film, moi, je trouve ça superbe. Parce que c'est beaucoup de subtilité. Et la séquence vraiment la plus problématique du film, centrale problématique du film, du repas, où il pousse les acteurs à bout sur la façon qu'ils ont de manger, tu vois, ça repose sur pas grand chose. C'est chaud à écrire et à jouer, je pense, et je suis ravi de l'écriture de ces séquences là. Mais il m'a gêné Sorogoyen, et il m'a voilà, et j'ai vraiment aimé le film, mais c'est sa mise en scène qui m'a le plus gêné. Qu'il s'embarrasse comme un Oliver Stone de modifier ses registres d'images. À quoi bon? Pour faire sortir, pour pousser le spectateur en fait à prendre du recul sur ce qu'il est en train de regarder, et pour pousser le spectateur à se poser des questions sur le registre d'images qu'il est en train d'absorber. Vous n'êtes pas face à une simple fiction. Il faut prendre du recul. Et ça, on te force à le faire parce qu'on va passer d'un coup à une pellicule 16 mm. On va passer à du noir et blanc de façon, il me semble, trop arbitraire, vraiment, par rapport à ce qui se passe. Et même si ça n'avait pas été à ce point arbitraire, même si ça avait été motivé vraiment par un point de vue, pour moi c'est du Oliver Stone, et c'est ce qu'il y a de pire en fait, c'est-à-dire que c'est de pousser à montrer qu'on fait de la mise en scène et qu'on ne veut pas grosso modo que le spectateur se complaise en fait dans le romanesque ou dans de l'académisme, ou en tout cas qu'il accepte le récit qui lui est proposé. Et donc il faut absolument le repousser, le spectateur, et lui faire comprendre que oh là là, il n'est pas que face à une fiction, et qu'il est face aussi à un événement réel. Moi, c'est l'impression que j'ai eue en voyant le film, et ça me dit non, putain, j'ai pas besoin de ça en fait. C'est-à-dire que la réalité, elle est présente dans la réalité, et je me rends bien compte de tous les comportements abusifs et dégueulasses qu'il peut y avoir dans la réalité. Mais j'ai pas besoin qu'en fait, en termes de metteur en scène,
tu me foutes d'un coup, paf, un gros filtre dégueulasse dans la gueule pour me faire comprendre que je suis pas devant un film, je suis pas que devant un film et que je suis aussi devant la réalité et qu'il faut que je prenne du recul par rapport à ton récit. Alors que ton récit, il est super efficace, que ta mise en scène, elle est super, que tes acteurs, ils sont à fond et que j'y crois et que ça me crée des émotions. Vraiment, cette séquence de repas, elle était forte et vraiment que tu me fasses ressortir du film comme ça, j'étais pas content en fait. Ouais, bon, moi, de toute façon, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que moi, je pense que je l'ai assez mal vu. Je l'ai vu parmi les 5 films de la journée là. Et ça a été tout ce que je me rappelle, ce dont je me rappelle, c'est que c'est quand même une légère déception par rapport à ce que je pouvais en attendre et une déception que j'ai peut-être très banalement analysée en me disant, bah voilà, ça, c'est vraiment Sorogoyen qui fait son film de festival, quoi. C'est-à-dire que c'est un film qui bizarrement a vraiment des troublantes ressemblances avec un film qui est sorti l'année dernière et qui était un vrai film de festival aussi, qui était le film de Joachim Trier, qui est un cinéaste en tout cas qui recueille pas mal de suffrages dans la cinéphilie et puis aussi commercialement, c'est ça Valeurs sentimentales, ouais, de Joachim Trier, qui raconte vraiment une histoire extrêmement voisine entre un vieux réalisateur qui retrouve sa fille qu'il n'a pas vue depuis des années et qui décide de l'engager pour faire jouer un rôle. Donc tu dis, c'est hallucinant. T'es pas le premier. Ouais, bien sûr que je suis pas le premier, mais par contre c'est vrai que moi je sais que quand j'avais vu ce film-là, que j'avais trouvé très déplaisant, le Valeurs sentimentales, plutôt bourgeois dans tout ce qu'il racontait, et puis très convenu, et surtout qui m'avait fait me dire en fait les films sur les tournages de cinéma, c'est toujours une mauvaise idée quelque part. Enfin, c'est pas toujours une mauvaise idée, mais des films qui essayent de tricoter il propose quand même entre des super séquences. Ouais, mais bon, moi j'ai pas trouvé spécialement, mais après voilà, moi je sais que la première scène du film, effectivement, là tu trouves un vrai talent de metteur en scène de Sorogoyen, de découpage et tout ça, où tu dis bah ouais, c'est assez fou, la pression qui te met, la tension qui te met dans une situation qui est un quart d'heure de chant contre chant qui est super spécialement efficace. Ouais, effectivement, mais bon, relativement en fait, quand même qui témoigne juste d'une maîtrise très forte du découpage, mais qui est quand même déjà vu, hein, juste le côté le mec qui prend de plus en plus de place dans le cadre et tout ça, dans le découpage un petit peu invisible, qui fait que la nana se trouve complètement acculée dans le cadre et compagnie. Bon, on a quand même déjà vu ça, mais bon, il le fait excessivement bien. Je sais pas ce qu'il a pu me manquer dans le film. Par contre, c'est vrai que en t'écoutant, je me disais, ouais, ce qui est vraiment fort dans beaucoup de trucs de chez Sorogoyen, et on a pu en entendre aussi un moment dans l'extrait qu'a ouvert l'émission avant notre générique, c'est ce qui est très fort chez lui, c'est vraiment la confrontation des points de vue et puis les bascules de points de vue. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui vise un peu une immersion. On est avec des personnages, on les suit. Il est tellement efficace et que lui, il sait très bien que le cinéma, si tu suis quelqu'un, tu es avec lui. Et qu'au bout d'un moment, il y a peut-être des bascules de point de vue qui fait te faire comprendre que non, mais en fait, tu as suivi quand même un mec qui est une horreur, quoi. Et puis il va y avoir une bascule à un moment où qui va en tant que spectateur être assez dérangeante, parce que tu dis ouais, dans Asbestas, exemplairement, dans Asbestas, tu suis deux personnages qui sont pas des ordures totales, hein, Marina Foïs et Denis Ménochet, mais il y a quand même un moment dans le film où tu dis, en fait, ils ont pas si raison que ça, en fait, les gars. Peut-être que les rednecks en face, il a pas tort, le gars, quand il leur dit mais ça ne justifie pas de tuer un animal. Non, effectivement, jamais. Un enfant peut-être, mais un animal, non. Surtout pas au cinéma. Mais il y a ça aussi dans El Reino à la fin. Bon, on sait que le mec c'est une ordure, mais c'est vrai que cette bascule qu'il y a à la fin, tu dis oui, effectivement, tu étais pris dans une mécanisme de suspense et tout ça, mais tu dis, mais ouais, prenons de la hauteur, et moralement, en fait, c'est quoi ta position? Tu dis, oui, non, t'es vraiment une ordure, et t'es quand même, ça souffle le chaud et le froid, le chaud qui serait un peu ce truc de cette proximité avec des émotions, puis à suivre un point de vue d'un personnage, et puis le froid, d'un coup, une sorte de hauteur un peu analytique qui va te dire, mais hey, mais c'est ce qu'on retrouve, tu as tort. Moi, c'est ce que je retrouve dans son dernier film, justement, parce qu'on est, malgré nous, via ce personnage de Javier Bardem, comme je disais, qui est impressionnant, qui a une classe impeccable, et on est entraîné par lui, et alors, c'est moins subtil, je pense, dans l'être aimé, mais en effet, on est obligé de se dire, le type, alors
on n'est pas en train de nous montrer un agresseur, un tortionnaire. Ouais. Justement, voilà, c'est un type qui va pousser à bout, c'est pas Patrick Bruel, c'est un peu plus Non, subtil. bien sûr. Mais après, il y en a quand même. Bon, bref, on aura l'occasion de. Enfin, il y a eu beaucoup en fait de récits d'emprise. Pareil. Enfin, là, c'est pas vraiment un récit d'emprise. Oui, je vois ce que tu Mais veux dire. il y en a beaucoup, quoi. Et je sais que moi, j'en ai vu un exceptionnel pendant le festival, un tout petit film là, et qui me paraissait trouver une solution à tout moi le problème que je peux avoir aussi dans ces films-là, qui me fait dire, bah voilà, il y a le problème avec ces personnages-là, c'est que c'est soit c'est vraiment des over bad guys, et tu te dis mais comment ça se fait qu'on tombe sous leur coupe parce qu'ils sont vraiment horribles, soit bah il y a l'excès inverse, c'est que bah ils sont vraiment fascinants, ils sont vraiment, t'as des mecs qui sont pleins de leur pouvoir, mais qui déguisent ça sous une séduction, et c'est le principe du super méchant à Hitchcock, où le méchant il est toujours un petit peu agréable. Ouais, bon, mais là, tu vois, là dans ce film là, c'est quand même Javier Bardem est quand même c'est un vrai entre-deux, parce que dès le départ, on nous explique fascinant et cool à regarder, quoi. Dès le départ, on nous présente le personnage comme étant justement un personnage problématique, voire carrément dégueulasse, sauf que voilà, via le dialogue dans l'introduction, et on le voit ensuite, voilà, on se rend bien compte que c'est un personnage autoritaire, mais qui a peut-être mis de l'eau dans son vin. Ouais. Et en fait, au cours du tournage, en effet, on va le voir voir vraiment cette figure mais qui est justement vraiment particulière, ambiguë et subtile, je trouve. Enfin, cette séquence du repas où il pousse les acteurs à manger correctement, à plus manger. S'il n'y avait pas eu ces séquences en noir et blanc, elle aurait pu être une grande scène de cinéma, en fait. Ouais, mais C'est-à-dire que je pense qu'il s'est vraiment foiré en termes de mise en scène, parce alors, est-ce qu'il avait trop peur un peu à la Quentin Dupieux, pas complètement confiant dans ce qu'il allait raconter, c'est une possibilité. Est-ce que vraiment il a la prétention de se dire tiens, je vais bouleverser la conception d'un spectateur en modifiant l'image elle-même? Voilà. En tout cas, pour moi, ça ne fonctionne pas, et c'est un échec à ce niveau-là. Et c'est dommage, ça aurait pu être une des plus grandes scènes du cinéma de l'année, ou voilà, une très grande scène de cinéma, en tout cas, cette séquence de repas. Et elle est foutue en l'air, en tout cas, par une mauvaise idée de mise en scène pour moi. Et ça, c'est terrible, alors que ce qui m'avait plu dans Asbestas, c'était justement d'oublier cette mise en scène et de voir des personnages vivre. Et je pense que c'est vraiment un très grand directeur d'acteur, hein. En revoyant dernièrement, j'ai revu Madré. C'est un grand directeur d'acteur. C'est un grand metteur en scène aussi, je pense. Et c'est dommage, en fait, qu'il en arrive à vouloir en fait le montrer. Après, c'est ça le côté un petit peu film de festival, c'est le côté méta, mais c'est ça qui est un peu chiant dans les films sur le cinéma, c'est que forcément après on arrive à une dimension méta, à quel point voilà les différents registres d'images, dialogues et compagnie, et en fait tu dis c'est une façon d'être intelligent un peu de frais, quoi. Et c'est un très bon enchaînement, je pense, avec le second film dont on va causer, à savoir La Vénus électrique de Pierre Salvadori, dont on attendait avec beaucoup d'impatience évidemment le nouveau film. Le dernier, c'était En Liberté, hein. Non, c'était la petite bande. Ouais. Justement, on avait évoqué justement La Petite Bande dans cette émission, qui était passée un peu inaperçue, parce que un peu invendable comme film. On avait déjà évoqué ce film, mais on avait rencontré Pierre Salvadori après ça. Et puis lui-même nous avait évoqué l'histoire qu'il comptait. Pitché La Vénus électrique. Pitché La Vénus électrique, qui était prévue pour notamment une autre actrice. On l'attendait avec beaucoup d'impatience. Ça reste un cinéaste de cœur pour nous. D'où aussi, je pense, une petite, en tout cas pour moi, une petite appréhension. Toujours de me dire, surtout quand je vois le casting, hein, Gilles Lelouch, Pio Marmaille, Naïs de Moustier, voilà. Moi, quand je vois ça, quand je vois la bande-annonce, j'ai honnêtement une grosse appréhension sur la qualité finale du film, tout en ayant en tête que c'est un projet qui lui tient à cœur, et que c'est, on le sait, hein, quelqu'un qui est super honnête, je pense, dans sa façon de faire, et qui va prendre beaucoup de soin à faire les choses. Mais on a affaire à une grosse production, et puis on sait qu'à partir du moment où il y a un type comme Gilles Lelouch
dans une production française, ça gonfle un peu la machine. Et est-ce qu'il va avoir la liberté totale? Oui, Est-ce puis qu'il je pense va qu'il y pouvoir faire ce a, qu'il il y a fait? le, Moi, aussi il y le a- fait que c'est son premier film d'époque, si je ne me trompe pas. Hein. Ouais, Donc en c'est plus, tout de suite, voilà. en termes de budget, C'est ça, c'est c'est-à-dire pas la qu'on même. retourne Mm. dans c'est les années 30, hein, c'est dans l'entre-deux-guerres, hein, je dis pas de conneries, hein, parce que j'ai vu le film il y a quelques temps déjà. Mais grosse inquiétude, appréhension en tout cas, sur est-ce que il va... voilà. Et grosse jouissance justement de découvrir ce film-là qui jouit, il me semble, d'une liberté totale et qui correspond au projet qu'il pouvait avoir en fait et qui s'ouvre régulièrement en fait. C'est-à-dire qu'on a affaire à une comédie d'histoire, enfin une comédie historique, dramatique. Il y a un mélange comme il est capable de le faire. Hein. C'est-à-dire qu'on évoque à la fois justement de la dépression, des tendances suicidaires, et puis la comédie des années 50 américaine, et puis plein d'autres choses comme précédemment dans ces autres films en fait. Là associé à vraiment en effet un décorum particulier du monde forain des années 30. Et régulièrement, le récit va réussir, enfin, va décoller en fait via différentes découvertes, via des personnages qui apparaissent et qui ravivent le récit et la comédie. Alors, on n'est pas face à un film où en effet on va se taper sur la cuisse en grosse rigolade, hein, c'est pas le film de Les Nuls, mais par contre quelque chose de régulièrement réjouissant, de frais. Et surtout, moi, de me dire, de me faire avoir en y repensant après, ah putain, mais il a tellement bien géré la mise en scène, justement, et c'était suffisamment subtil euh, pour être, comment dire, pour être justement réjouissant, sans que je me dise, ah tiens, ça c'est une très bonne idée de mise en scène. Je me le redis après coup, en fait, je me dis, putain, il a réussi, en effet, via un truc un peu subtil, à me faire comprendre un truc et à me faire passer un super moment. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce film et à retrouver j'allais dire une qualité française, ce qui serait une grosse connerie parce que ça voudrait dire qu'il y avait un cinéma de qualité française qui proposait ce genre de film. Mais en fait, il me semble qu'il est un peu à part, encore une fois, dans le cinéma français pour proposer ce genre de comédie en fait, qui s'apparente peut-être plus quand même à ce que Billy Wilder ou d'autres gens pouvaient faire dans les années 50-60, mais adapté à un cinéma en effet français. Ouais, bah après, ouais, enfin, moi, alors j'étais hyper confiant, moi, de toute façon, parce qu'en fait, j'ai appris à ne plus me méfier de Salvadori, parce que je sais que certains de ces films sur lesquels j'avais pu être déçu, et ben, à les revoir, en fait, je les trouve toujours super. Y en a que j'aime moins que d'autres et tout, hein, mais par contre, en fait, chaque fois que je les revois, je me dis, bah ouais, non, en fait, c'est super. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je suis déçu par certains de ces films, c'est souvent parce que on voit la mécanique. Hein. Bon, on en a beaucoup parlé de Salvador, et puis effectivement, on a fait cet entretien avec lui, de dire que, bah oui, c'est quelqu'un qui est un scénariste. Techniquement assez fou, c'est très très sophistiqué, c'est très très intelligent, c'est très complexe, il y a une mise en scène qui pour moi est au diapason, même si elle ne se voit pas. Il n'est pas dans un ouais, bien sûr que non. soit. Mais par contre, voilà, c'est très complexe. Donc moi, je sais que j'ai entendu sur des trucs sur ce film en disant ouais, ça va, le téléfilm de France 3 qui fait à l'ouverture de Cannes, tu te dis mais putain, mais regardez des téléfilms de France 3, parce que moi, à la limite, si jamais le reproche justement que je pouvais avoir au prime abord dans certains de ces films, se dire c'est trop écrit, il y a que de la mécanique, c'est vraiment un mécanisme de scénario qui se voit, et au deuxième vision, bah, je vois même plus le mécanisme, je suis pris dans le truc, et même en première vision, de toute façon, j'ai été pris dans le truc, mais sauf que bah le fait, ce côté un petit peu presque qu'on n'a pas l'habitude de voir, en fait, c'est parce que ce type de scénario là n'existe plus trop, en fait. C'est un scénario, c'est ce qu'on évoquait avec lui dans l'émission, voilà, c'est très très construit, il y en a plus vraiment, c'est vrai que alors moi j'ai fait une truc que j'avais pas, que je me promettais de faire en même temps que j'avais peur de faire, c'était de réécouter l'entretien qu'on avait fait avec Pierre Salvadori.
J'avais pas écouté. Et je sais qu'on s'était dit la même chose à l'issue de l'entretien. On s'était dit, je pense que c'était un entretien génial, quoi. Enfin, et je l'avais jamais réécouté. Et parce que je m'étais dit, bon, ça se trouve, je me gourre complètement. Voilà. Et j'ai réécouté, pas intégralement, juste avant qu'on enregistre cette émission. Et je me suis dit, mais putain, oui, c'est vraiment un entretien génial, quoi. Ouais. C'est vraiment très, très bien. Et en fait, toutes ces questions-là sont un petit peu sont vraiment traitées. C'est-à-dire que, ouais, chez lui, de toute façon, la mise en scène et la mise en scénario, la mise en récit, elle est prépondérante chez lui, mais parce qu'elle l'est aussi chez les personnages, en fait, aussi. C'est qu'on a que des personnages qui sont eux-mêmes soit des mis en scène, soit des metteurs en scène. Et en fait, ce n'est à la fois, il y a plusieurs démiurges dans ces films. C'est évidemment lui qui met en scène et qui écrit, et puis ces personnages qui sont eux-mêmes des gens qui font cette chose-là, qui sont soit voilà des metteurs en scène, des gens qui sont un peu qui font des machinations, et des gens qui sont complètement pris dans des machinations d'autrui. Donc c'est des jeux de mensonges et tout ça. Voilà. C'est des jeux de mensonges sans la gênance, parce que du coup, je sais que j'ai à la maison des gens qui sont gênés par la gênance. C'est-à-dire, là, on a des jeux de mensonges, mais on n'a pas ces situations. C'est pas la main dans le placard non plus, quoi, non, pas du tout. Non, mais c'est ce qu'on avait déjà dit à l'entretien, je crois, déjà avec lui. C'est vraiment. On évite ce truc-là, c'est-à-dire qu'on est plus dans le côté Hitchcockien, en fait, de la manipulation. Bah, disons, lui, un je mélange sais entre le Hitchcockien et puis justement une comédie américaine des années 50. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la gênance, quoi. Bien sûr. C'est pas la main dans le placard, c'est pas la comédie boulevard. Non, bien sûr que non. On est vraiment. Je sais qu'il avait dit une chose dans l'entretien, j'avais oublié qu'il avait dit ça, mais où justement on lui faisait remarquer que il y en avait plus de cinéastes comme ça qui écrivaient comme ça dans cette mode très Hollywood classique, et il disait il y en a un qui écrit encore comme ça, c'est Spielberg. Et effectivement, Spielberg dans ses plus grands films, a cette science-là d'une mise en scène et qui joue extrêmement avec le spectateur. Voilà, c'est où il ne fait que de jouer avec le spectateur en disposant des informations dont le spectateur peut à la connaissance, mais pas les personnages, ou inversement des personnages qui ont des informations et puis le spectateur va connaître l'information un petit peu à un délai. Donc il y a un vrai jeu de scénario où voilà, les informations sont pas partagées de part égalitaire entre tout le monde. Mais moi, ce que j'adore chez Salvadori, ou ce que j'ai appris à identifier, à adorer, c'est qu'effectivement, ça pourrait être juste une sorte de pastiche, genre d'appliquer ces recettes-là qui sont éprouvées par le cinéma hollywoodien classique et par les Allemands qui sont allés à Hollywood, les Wilder, les Lubitsch et tout ça. Les réappliquer maintenant, ça serait un petit peu vain. Il y a un truc qui est génial chez Salvadori, c'est qu'en fait, ça ne fait que de parler de trucs qui sont absolument très durs, voire sordides, et qui sont déguisés quelque sur peu. La tonalité de la dépression, du suicide, bien sûr, comme ça, mais d'en donner une représentation. Alors, champagne, quoi. Enfin, un petit peu. J'allais dire pas enjoué, mais en effet, champagne, peut-être ça. Mais comme il le faisait dans le film qu'il a fait avec Gad Elmaleh, par exemple. Oui, hors de prix. Voilà, hors de prix. Voilà, en effet, on est dans la catégorie champagne, mais on évoque toujours, en effet, et puis la souffrance, en fait, la souffrance humaine. Et là, on reste là-dessus, en fait. Et je pense que c'est presque son film. Alors, je disais tout à l'heure que moi, j'en avais ras-le-bol des films sur les tournages de cinéma. Bon, là, ça n'en est absolument pas un. Mais c'est quand même un film qui ne fait que de parler de se mettre en abîme quelque part. Alors c'est très discret, mais c'est vrai que la machination, créer, en fait. Et puis comment est-ce que je vais ça, trouver la et puis aussi la mise en fiction, comment le film ne fait que de raconter que les rouages de la machination de la fiction, les rouages de la machination de la fête foraine, les rouages de la machination de la voyance chez les forains, les rouages de la peinture, de la représentation, comment ça marche, comment je te montre. Oui, les modèles, les belles peintures, mais c'est quoi ? C'est d'abord des gens qui se mettent à poil et il fait que de raconter, de montrer les coulisses tout de la création, en fait. Il ne fait que de faire ça. Et c'est quand même un film qui est, on sent complètement obsédé. Et c'est vrai qu'en réécoutant l'entretien, je me disais, oui, c'est quelqu'un, Salvadori, qui est probablement obsédé de créer
un truc très très simple d'atteindre une sorte d'émotion plutôt pure et plutôt sincère et un petit peu dénudée. Mais en fait, lui, le propre de son cinéma, c'est de n'en passer que par des rouages et des machinations extrêmement complexes. Ça, c'est son tempérament de cinéaste. Et c'est aussi le tempérament de ses personnages qui ne sont que là-dedans. Ils sont incapables d'affronter quelque chose frontalement ou de se s'avouer quelque chose. Il faut toujours en passer par de la fiction sur tous ses aspects, soit s'embourber dans un mensonge, soit créer un mensonge, tomber sous la coupe d'un mensonge ou en créer un, et en général ce que ça, il y a ce truc là qui est assez beau parce qu'à la fin on a même le truc de la Vénus électrique, c'est vraiment une métaphore de ce truc-là, quoi. C'est genre, ouais, l'amour, c'est quoi ? C'est on monte sur une scène et il y a un courant d'électricité qui passe, et là, on voit toute une machinerie et compagnie. Bon, le film est extrêmement satisfaisant, la façon dont il l'ouvre là-dessus et puis il ferme là-dessus. Tu dis, c'est super, c'est une idée de cinéma géniale, c'est hyper satisfaisant qu'un film s'ouvre et se ferme d'une même façon, mais avec un but entièrement différent. Tu dis, ouais, le film, il est bouclé, c'est génial. Et surtout, il est profondément à la fois hyper satisfaisant pour le spectateur parce que voilà les relations d'amour qui va naître de toute cette histoire-là, d'une part d'un amour qui va pouvoir vivre, et d'une part de la révélation d'un amour qui ne pourra pas vivre parce qu'il est déjà mort, mais de la faire renaître. Ça, c'est super satisfaisant, mais ça ne fait que de parler que en fait les amours entre les êtres humains, en fait, ils sont hyper compliqués. Ils sont obligés d'être complètement médiatisés à chaque fois par différents trucs. On a quand même l'histoire de quelqu'un qui doit tomber amoureux de quelqu'un, mais ne peut en passer que par une tierce personne, donc l'ancien amour de quelqu'un. On n'est pas loin d'un truc à la Hitchcock, et pas Hitchcock le metteur en scène, mais Hitchcock l'handicapé social, en fait, en gros, c'est-à-dire celui qui a fait le plus grand film sur le sujet, qui est Vertigo, qui disait ouais, mais en fait on n'aime jamais on aime que l'image de quelqu'un, on ne peut aimer que l'image de quelqu'un. La personne, elle sera toujours cachée derrière l'image qu'on s'en fait. Et il y a ce truc-là dans le film, quoi. Et alors qui ne prend pas le dessus dans le film, mais qui est quand même le truc qui lui donne vraiment sa nappe un petit peu mortuaire. Mais ceci dit, voilà, on est quand même dans un truc qui est où j'ai envie de dire, moi je sais que le film je l'ai revu par morceaux quelques fois, et moi je trouve que le film, par exemple, il prend son envol. Il a la grâce quand il ouvre les carnets intimes. Là tu te dis, c'est incroyable, parce que je sais que la première fois que je l'ai vu, je me suis dit bon, la lourdeur de la reconstitution et tout ça, chose dans laquelle il est c'est pas son terrain, et c'est vrai qu'au début je me dis ça va pas trop. En ce moment, c'est une sorte d'académisme un peu français, tous les films qui se passent dans ces années-là. On a eu Clapiche l'année dernière, il y a eu d'autres trucs comme ça. Les paysages numériques avec les décors tout bien faits, tout repassé, ça le fait pas, et c'est pas son terrain d'avoir une représentation numérique des toits de Paris. Il est pas du tout dans le level de l'horrible film de Clapiche, qui est là une catastrophe totale, mais voilà. Mais par contre, quand il arrive dans des intérieurs, et quand justement il y a la lecture, faire par exemple la peinture sur le mur, là c'est quand même des moments de grâce dessin, assez fous, quoi. Voilà. Ces trucs-là. Et en fait, c'est bourré d'idées de mise en scène constamment, où tu sens bien que c'est pas uniquement de l'écriture, et c'est pas un poète qui voilà. Non, il y a de l'idée de mise en scène constamment tout au long du film. Ça, c'est c'est exceptionnel, je pense, en termes de mise en scène, justement, en termes de représentation visuelle, cinématographique d'une idée, en fait. Et ça, cette représentation-là, cette séquence-là, je pense, où Pio Marmaille va va poursuivre un dessin sur un mur. Ça représente très très bien, en fait, je pense, le travail, ce que représente en fait le film, et ce que représente le travail de Salvadori à ce moment-là. Et je pense que, tu vois, sur le côté Vertigo, moi ça m'a vachement plus marqué. Je pense qu'en effet on a
il y a un double vertigo dans le film, parce que le sujet en lui-même déjà évoquait ça. Dans le scénario qu'il avait prévu, l'idée qu'il avait au départ, on en reparlera avec lui j'espère à un moment, mais dans l'idée qu'il avait au départ du film, il y avait déjà quelque chose de vertigo, c'est-à-dire qu'en effet ce personnage qui, via une médium, parce que c'est ça l'histoire quand même, un personnage qui a perdu l'être aimé et qui va retrouver un autre être aimé en essayant, enfin voilà, en se servant de quelqu'un d'autre. Voilà. Mais il va ramener sur une autre personne, en tout cas, ce qu'il pensait déjà d'une autre personne. Bref, un truc vraiment la vertigo. Mais Salvadori, il avait écrit aussi ce scénario pour une autre actrice. Et donc lui-même, il doit réinvestir en fait dans ce tournage, dans ce film, en fait, ce qu'il avait lui-même investi dans l'écriture. Quand même, c'était un truc... avant que ça parte en cacahuète avec elle. Et en fait, pour moi, il y a un double effet vertigo vraiment là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'en effet, son scénario parlait déjà de ça, et sur le tournage et dans la création du film, il doit aussi lui-même transposer l'écriture qu'il avait préparée pour une actrice vers une autre actrice, ce qui devait être assez compliqué, je pense, pour tout le monde sur le tournage. Moi, j'espère vraiment qu'on pourra en parler, mais voilà, ça se ressent. C'est le sujet du film lui-même est investi par sa création. Et là, moi, j'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un projet cinématographique justement qui pouvait être le film qu'on voit et qui est une comédie, un film en tout cas assez réjouissant. Enfin, vraiment, c'est un plaisir à regarder. C'est en fait est investi aussi par sa création, en fait. C'est-à-dire que le film raconte son tournage, et en fait ça faisait longtemps que j'avais pas eu devant les yeux un projet qui est à la fois réjouissant par son sujet mais qui en même temps est investi par son... Ouais, non, mais moi, de toute façon, je suis complètement d'accord. Voilà, moi, je suis absolument conquis par la chose. Je suis et puis, un gros fan. à le revoir. Non, mais vraiment, ça me, ça me conforte en tout cas dans toute vraiment l'immense affection que j'ai pour ça. Qu'on peut avoir dans son cinéma. Et je me dis, et puis je trouve que c'est assez inépuisable, parce que je me dis, je l'ai revu par morceaux et tout ça, mais je me dis, ouais, putain, c'est quand même assez fou, quoi. Et quand je revois le truc, et puis je me dis, attends, les larmes me montent vite fait, et je me dis, mais c'est assez dingo, voilà, ce que ça peut aussi raconter, voilà, sur le cinéma par la bande, quoi. C'est-à-dire que c'est génial, en fait, ce truc de ces deux nanas qui lisent un machin, qui vivent les trucs par procuration. C'est bien amené, parce que ça démarrait comme ça marcherait pas. Ouais. Mais ça a amené, c'est très bien amené. Et puis ça dit, c'est à la fois hyper jouissif. Et je trouve que, au final, c'est aussi hyper inquiétant, parce que tu dis, mais en fait, c'est vraiment la suprématie de la fiction, c'est-à-dire que, il n'accède à l'amour que parce que c'est médiatisé, soit par une tierce personne, soit par une mise en récit, et tout ça, et qu'au final, et que ça raconte. Comment est-ce qu'on tombe le amoureux ? vrai trajet du film, c'est plutôt quelqu'un qui s'excuse de ne plus être amoureux de quelqu'un. En fait, c'est ça l'histoire, et qui en peut plus, parce qu'en fait, non, cette histoire d'amour, non, elle n'existe plus. Et c'est plus ça que ça raconte que la naissance d'une histoire d'amour. Et tu dis, waouh, moi, je trouve le film vraiment très très fort, quoi. Ouais. Et en effet, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que sur comment est-ce que ça raconte une histoire d'amour, et plutôt la fin d'une histoire d'amour, et de faire le deuil de quelqu'un, en fait. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, comme souvent chez Salvadori, on n'a pas affaire à une bluette et juste à une comédie romantique. On a plutôt affaire à, en fait, quelqu'un, et on va jouer encore une fois là sur le film, on va jouer sur des gags, hein, même sur le suicide et sur la dépression, et comment est-ce qu'on est au fond du trou, hein. Et il y a une des grandes scènes à la fin, justement, où c'est Pio Marmaille qui va mimer son suicide, qui va mettre en scène un faux suicide, par exemple. Mais le film joue constamment sur cette corde-là, mais comme sur Les Apprentis, hein, c'est ce qui nous plaît beaucoup dans Les Apprentis, et ce dont on parle depuis 20 ans d'ailleurs, avec ce film qu'on adore, c'est en effet d'avoir
une perception quand même assez pertinente, très juste de cette dépression, de cette envie de foutre en l'air en fait, mais d'être capable d'en jouer, de bien l'écrire et pas de l'introduire, de l'incorporer en tout cas à une autre vie sociale, à une vie de groupe, de couple. Et il a une capacité, parce qu'il le maîtrise particulièrement bien. Et c'est un grand scénariste, je pense. Je pense aussi, franchement, que c'est un grand metteur en scène, parce qu'en effet, comme tu le disais, dès l'écriture, il y a ces idées de mise en scène claires. Et là, sur ce film-là, ça apparaît clairement. Quand le personnage va se mettre à suivre un autre personnage, faut voir le film pour le comprendre, mais et juste via sa robe, on peut voir où est-ce qu'elle disparaît, mais c'est très subtil, ça va voir au cinéma, peut-être que sur un petit écran, tu ne te rends pas compte. En plus, c'est des vraies idées de mise en scène, en fait, où ça se passe sans dialogue, parce que on a pu dire aussi, en plus, que c'est un grand dialoguiste, mais en fait, il y a beaucoup de séquences sans dialogue, où là, tu te rends bien compte que c'est de la mise en scène pure et simple, qui nous fait comprendre des situations qui sont... ça fait partie du jeu qu'il pouvait entretenir avec le spectateur. C'est que voilà, c'est le fameux truc où c'est la moitié du film il se passe dans la tête du spectateur, quoi. Voilà, c'est parce qu'il arrive à suggérer plein de choses, quoi, et que ça c'est quand même c'est fou. Et je pense que là le génie du truc, c'est que ça à la fois cette morale de cinéaste, enfin cette morale, ou en tout cas cette attitude de cinéaste, redouble un petit peu aussi une morale de vie, ou en tout cas un point de vue sur la vie qui dit mais putain, c'est incroyable, c'est que c'est dans les constructions un petit peu alambiquées qu'il y a le plaisir, mais que ça ne couvre peut-être que des trucs qui sont un peu mortuaires, quoi. Et ça c'est assez fou. C'est assez fou, c'est brillant. Donc moi je conseille à tout le monde en tout cas d'aller voir La Vénus électrique de Pierre Salvadori, et puis on va se faire un petit plaisir quand même, parce qu'on avait parlé avec lui, c'est vraiment le film qu'il faut absolument voir un moment, c'est Les Apprentis. On se fait une petite pause, Les Apprentis, et puis juste après on termine cette émission avec quelques sorties DVD et Blu-ray. On n'a pas une vie saine, Fred. On mange n'importe comment. On vit pas normalement, on boit trop. Faut qu'on se reprenne. J'ai revu Sylvie, elle m'a parlé de ses histoires de cul. Je me suis rendu compte qu'on n'avait même pas de sexualité. C'est très important d'avoir une sexualité quand même, non? Si. Et qu'est-ce qu'elle t'a raconté, Sylvie? Tu veux pas qu'on parle d'autre chose? Pourquoi? C'est très bien de parler de sexe. Le sexe, la moitié du plaisir, c'est le faire. Et l'autre moitié, c'est d'en parler. Faudrait peut-être qu'on change de moitié. Pourquoi tu te remets pas avec elle? Elle me fout la trouille. Pourquoi? Je sais pas, elle a un côté expert. J'aurais l'impression de baiser avec un prix Nobel du sexe. T'emmerdes pas. Mais lui, ton gros chibre. Ça va te changer les idées. Mais je m'en fous, moi. Ce que je veux, c'est vivre avec Valérie dans un beau 3 pièces, avec 45 000 francs de droit d'auteur par mois. Arrête, là. Ça devient ridicule. Je t'ai déjà raconté la première nuit qu'on a passée ensemble? Oh non. Non, pitié. La fois où on a fait l'amour avec sa petite cousine de 14 ans. Hein? J'ai jamais raconté celle-là? Bah non. Je m'en souviendrai, je te jure. C'était pendant les vacances d'hiver. On était chez sa tante. À l'époque, on n'arrêtait pas de baiser. Le problème, c'est que la petite, qui était très belle, voulait toujours savoir ce qu'on faisait. Un soir qu'on avait laissé devant la télé regarder une connerie, je sais pas, une émission d'enfant. Elle a voulu nous rejoindre dans la chambre. Alors nous, on était nus sur le lit, puis on entendait monter l'escalier. Alors, ce qui était troublant, c'est qu'on était sûr qu'elle allait rentrer. Il y avait quelque chose, je sais pas comment te dire. Il y avait, tu vois, un truc. Ouais, je vois. Si, continue. La porte s'ouvre. La petite nous voit. Et là,
Au lieu de repartir en hurlant ou de se sentir gêné, rien. Rien. Commence à retirer son pull. Oh non, tu déconnes. Tout doucement, comme si de rien n'était. Valérie lui prend la main. Elle la tire sur le lit. Commence à lui caresser les cheveux. Moi, je tremblais, t'imagines la gaule. Et là, la petite, elle se penche sur moi. Oh non, tu déconnes. Ouais. Oh le con. Fils de con. Ah, le petit pervers, t'y étais là, hein? Oh, t'avais ta petite érection là, mon petit salopard. Mais qu'est-ce que tu crois, je suis un mec normal, moi. Allez, fous le camp, je vais dormir maintenant. Ah. Tu veux que je te laisse? Oh, ouais, tire-toi. Le plaisir de réentendre un extrait des Apprentis de Pierre Salvadori. Et puis pour terminer cette émission, une petite annonce quand même, Blu-ray, ça sort chez Sidonis. C'est The Night of the Juggler. Comment ils ont traduit New York Connection. New York Connection en français. Un film particulier, donc c'est fin 70, hein, je dis pas de Ouais, c'est conneries. 80 même. Ouais. C'est 80, Ouais. ouais, donc j'étais pas trop loin. Mm. Je te laisse présenter l'objet. Ouais, bah moi c'est un truc que j'ai découvert, je sais pas, en écoutant un podcast et je salue, je crois que c'était Jérôme Ouibon qui dans un podcast citait ce film-là au détour d'une conversation qui n'avait rien à voir, sûrement en parlant des pépites. Pas du tout connu de l'histoire du cinéma, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y en a bien heureusement grâce au DVD Blu-ray peut-être une ou deux par an, des trucs qui apparaissent comme ça donc tu n'as jamais entendu parler, et pourtant Dieu sait qu'on connaît tout, hein, Étienne. Ouais, mais on connaît reviendra tout. là, il y en a plusieurs émissions parce que j'en ai eu 2-3 des pépites comme ça là, mais là c'est vrai, bon, il y a des trucs comme ça qui apparaissent. Je me rappelle l'année dernière il y avait c'était Rimini qui avait ressorti ce film là, Les Yeux de Feu. Tu dis un truc de folklore, tu dis mais d'où ça sort, j'ai jamais entendu parler de ça. Ou le dernier film de Rape and Revenge aussi chez Torre qui était sorti là, oui, tout à fait. On avait parlé, j'ai oublié qui ça, était Night Hunt, enfin bon bref, un truc dont on avait parlé lors d'une des précédentes émissions, mais bon, qui sont à chaque fois en fait, bon, on voit que le point commun entre ces films c'est souvent la même chose, hein, c'est que c'est des films solitaires, c'est-à-dire que leurs auteurs n'ont fait qu'un seul film. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que c'est terrible parce que s'il n'y a pas d'œuvre, les films ne restent pas. Je sais que c'est beaucoup le cas. Sauf cas exceptionnel, vraiment avec une actrice ou un acteur qui va... Night of the Hunter, La Nuit du Chasseur par exemple. Voilà, par exemple. Ça reste un peu. Non mais c'est vrai que si c'est quelqu'un qui n'a pas d'existence comme ça, Citizen Kane, bon ouais, éventuellement. Non mais c'est marrant parce que je sais qu'on parle beaucoup de ça parce que justement la France c'est un pays où il y a beaucoup de premiers films. Et beaucoup de premiers films et qui ne sont pas forcément suivis d'un deuxième ou d'un troisième, mais on se rend bien compte que on peut redécouvrir des tas de trésors parce que dans ces premiers films-là, il y avait des trucs super, mais ils ne restent pas du tout dans la cinéphilie ni dans la mémoire des cinéphiles s'il n'y a pas d'œuvre, quoi. Et bon, donc là, de temps en temps, c'est très bien pour nous rétrospectivement parce que on peut se faire plaisir en redécouvrant des trucs comme ça. Et moi, je découvre ce truc-là, je le télécharge évidemment. Enfin non, je vais le voir à Los Angeles. Oui. Et là, moi, j'hallucine. Enfin, moi, je lui dis, c'est vraiment super ce film-là. Putain, Mike Tiernan a tout piqué. Oui, c'est-à-dire que on peut pitcher rapido. Hein, c'est même une sorte c'est une sorte de relecture presque de Entre le ciel et l'enfer de Kurosawa. C'est-à-dire que c'est un kidnapping, mais qui s'exerce sur la mauvaise personne. Donc le mauvais enfant. Le mauvais enfant est kidnappé. Et le mauvais enfant est kidnappé. Mais on est dans New York. Et on est dans New York. 80. Voilà, c'est ça. On suit de toute façon un personnage qui est un ancien flic et qui est un camionneur, et puis en parallèle le psychopathe qui est Stallone dans Le Bras de Fer, mais en fait non, on est plus près de John McClane. Il y a un peu de ça. Bon, en tout cas, voilà. Pour l'argument du film, c'est ça. Donc, à partir du moment où le mec kidnappe la nana de la jeune fille, lui, le papa de la jeune fille, il est témoin de ça à 100 mètres. Et puis après, c'est une course-poursuite. Voilà, non-stop pendant une heure, et puis au final lui il poursuit le mec, mais il finit par être poursuivi parce que c'est un ancien flic qui a dénoncé certains collègues par corruption. Bon, argument relativement classique, et puis parallèlement on va suivre ce psychopathe qui suit qui a la petite nana, la jeune ado,
et qui Elle a 10 ans, et on c'est une comprend- enfant. On comprend un petit peu pourquoi il la kidnappe, c'est parce que il en a ras-le-bol de sa ville, New York, qui est aux mains des spéculateurs et Oui, qui mais il voulait est en kidnapper passe la fille d'être d'un gentrifié. grand patron. Tout à fait. Bon, moi, c'est un film que je trouve que j'ai encore revu là. Je me dis, mais c'est incroyablement efficace, quoi. C'est un film moi, que tu regardes une traite, et c'est un film qui est hallucinant esthétiquement parce que effectivement, quand on le regarde maintenant, on se dit waouh, on y retrouve l'énergie de l'action urbaine telle que McTiernan a pu la filmer effectivement dans Die Hard 3, Une journée en enfer, qui est quand même une date du cinéma d'action. Alors, réveillez-vous un peu Disney pour qu'on le voit en salle, ce film-là, c'est incroyable. Il n'y a même pas de 4K du truc, tu dis mais c'est un des plus grands films d'action, mais tu dis voilà, faut le revoir. Et aussi des autres grands modèles de scènes d'action en milieu urbain filmés un petit peu à la documentaire contemporain, ça serait voilà Hit de Michael Mann, quoi. Moi, il y a des scènes dans le film, je me suis dit mais attends, j'hallucine, c'est le même découpage. Bon, j'ai vérifié, j'ai un peu halluciné, c'est pas exactement le même découpage que la scène de braquage dans Hit, mais on s'en approche dans l'énergie et surtout l'usage que le film fait des figurants. Ça c'est là où on reconnaît un peu des fois les trucs géniaux par rapport au cinéma d'action un peu lambda, où les figurants sont de la chair à canon, voilà, où il n'y a pas de figurants, les scènes sont dépeuplées. Là, tu as l'impression que c'est presque filmé sur le vif, où chaque figurant qui est en arrière-plan, même s'il est flou, tu te dis c'est un truc qui te crée une vie dans le plan hallucinant. Il y a ça dans Hit, il y a ça dans Une journée en enfer, il y a ça évidemment dans des grands un film d'action un peu canon du genre qui serait genre French Connection, évidemment, qui lance un peu le truc de ce filmage d'action un peu en mode documentaire. Là, on est tout à plus fait. quand même, on est plus dans une série B qui rappellerait. Enfin, je mets un peu de mollo parce que les gens vont s'attendre à un truc un petit peu costaud. Moi, je la rapprocherais aussi, et même si ça se rapproche d'un film de John Flynn par exemple, qui était capable d'exploiter justement son décorum, c'est-à-dire qu'on est en 80, début 80 en fait, et à un moment en fait il y a très peu de cinéastes qui sont capables d'exploiter le décorum qu'ils ont. Mais ce que tu racontes sur Michael Mann, évidemment je suis d'accord avec toi, mais c'est cette capacité qu'ont certains cinéastes à exploiter le décor qu'ils ont en fait. Et il faut savoir que New York en 81, entre 78 et 82, c'est un peu la zone quand même. C'est carrément même la zone. Mais et il suffit en fait, il y a peu de cinéastes, mais John Flynn, quand il fait un film avec Steven Seagal en 81, Justice sauvage, du coup. Sauvage, il montre justement ça. Tu vois, c'est-à-dire que, mais c'est vrai que c'est rare. Mais c'est en fait, du coup, les films ont une efficacité redoutable, et d'un coup. Et puis surtout, même rétrospectivement, tu dis les films gagnent vraiment à fond parce qu'ils ont une qualité documentaire hallucinante. Grave. Enfin là tu vois, là on est typiquement la date fait que c'est une évidence, hein, mais 80 on est vraiment à mi-chemin entre les années 70 et les années 80, et tu dis c'est vraiment pile poil le moment où New York avec Giuliani et tout ça ou c'est pas Giuliani, il me semble, c'est un maire avant de Giuliani qui est l'artisan de transformer New York en autre chose que le cloaque que c'était, à part Manhattan, quoi, ou je sais plus quoi, quel quartier d'affaires. Là c'est le moment où il y a des transformations. Tu te dis, mais putain, l'énergie, enfin le truc documentaire de tous les gens, et vu que c'est une sorte à la fois de course-poursuite, mais qui passe par différents taxis, on va croiser plein de milieux différents à travers des chauffeurs de taxi différents, des clubs de striptease, des endroits, des commissariats, différents quartiers. Tu as une sorte d'échantillon de plein de quartiers new-yorkais avec chaque fois des personnages qui en 2 répliques sont posés là, et te dis mais c'est ce monde le monde est complètement fou, quoi. Moi puis il y a la séquence de Central Park. Et Central Park, avec une course-poursuite avec des bagnoles dans la pelouse de Central Park, tu dis hallucinant, de découpage, de scènes d'action. Alors, bon, il faut dire... Et puis, par rapport à Die Hard 3, justement, qui est la séquence... Enfin, moi, Une journée en enfer de John McTiernan, Die Hard 3, a été un moment important dans ma vie de cinéphile. J'ai découvert ça au cinéma quand j'étais enfant, c'était impressionnant.
cette séquence où John McClane avec Samuel Jackson vont traverser Central Park et puis voilà, qui est une séquence d'action exceptionnelle en termes de mise en scène, en termes de découpage, en termes de... C'est dingo. Et tu découvres Night of the Juggler et là, paf. En fait, ces séquences, elle est là en fait. Alors t'as l'impression de voir un peu comme quand Michael Mann fait justement son téléfilm avant Hit en fait, avec pas les moyens nécessaires, mais l'idée est là, tout est là en fait quoi. Et ben là c'est pareil en fait. Et donc tu vas les voir traverser. Donc il n'y a pas les moyens, il y a pas. Mais en fait, que la même idée et la même énergie de la mise en scène est là. En fait. Puis après, l'énergie est là. Avec tout le respect que j'ai pour Michael Mann, Night of the Juggler, c'est vachement mieux que LA Takedown. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas. C'est vraiment un super film. Je voulais pas dire. On n'est pas au niveau d'un téléfilm. Mais par contre, justement, c'est plus que des prémices. Parce que tu dis, McTiernan. Là, il a carrément pompé, c'est du gros plagiat. En fait, tu pourrais dire ça. On est sur du plagiat, franchement. Il y a vraiment de ça. Alors après, on a très peu de temps, mais le film, on n'a même pas dit le nom du metteur en scène, parce qu'effectivement, c'est un metteur en scène qui a fait qu'un seul film. Mais a priori, alors j'ai même encore oublié son nom, mais alors j'ai envie de dire Gérard Butler, mais évidemment, c'est pas ça. C'est peut-être Robert Butler, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a fait a priori très peu de longs métrages, mais beaucoup de séries télé, et peut-être qui ont influencé aussi Michael Bay après. Mais le truc c'est qu'en fait c'est un film qui a d'abord été pensé et a commencé à être réalisé par Sidney Furie. Et Sidney Furie, lui, c'est un nom qui est plutôt connu, qui a fait au moins des films vraiment bien, Press, Files et aussi L'Emprise, qui est quand même un film assez dément aussi. Et c'est un film et le Sidney Furie qui a aussi accessoirement l'un des noms de réalisateurs les plus cool du monde, parce que quand même faut s'appeler Sidney Furie, c'est quand même vachement chouette. Et c'est lui qui a commencé le tournage et qui aurait et là les bonus du Blu-ray édité par Sidonis nous en apprennent un peu plus, qu'il y a un mec qui a écrit un bouquin sur Sidney Furie, parce que c'est son réalisateur préféré, et qui avait pu interviewer Sidney Furie au sujet de ça, et il me disait Sidney Furie c'était le mec le plus enthousiaste du monde, mais le seul moment où j'ai vu une pointe de regret dans sa vie, c'est le moment où pourquoi il a dû quitter ce long métrage là, et pourquoi c'est pas dans sa filmographie, puisqu'il n'est pas crédité au générique. Mais il disait mais c'est moi qui ai créé l'esthétique de ce truc là. Après le type est arrivé, il a fait un super bon boulot, mais il a vraiment suivi les idées que je lui ai dit. Faut pas cadrer, faut prendre ta caméra comme ça, faut cadrer, mais il faut garder le maximum de ce qu'il y a, de l'énergie de la ville et tout ça, tu suis tout. Et n'empêche que le type crédité au générique, Gérard Butler, appelons-le comme ça, a fait un super taf, parce que je trouve que le film est super. D'aucuns vont dire que la fin est un peu moins réussie, qui est un peu plus en huis clos, c'est un peu bâclé, dernier quart d'heure. Il y a un petit truc un peu redondant, mais moi je trouve vraiment, j'ai trouvé que c'était un petit chef-d'œuvre, quoi, vraiment. Night of the Juggler qui sort chez Sidonis. New York Connection. New York Connection, c'est comme ça que ça sort. Et puis rappeler en effet que le Salvadori et le Sorgoyen sont sortis au cinéma, et qu'il y a encore des cinémas qui le proposent. En tout cas à Rennes. Merci à vous. Et il est temps qu'on se quitte, donc il faut qu'on arrête, alors qu'on a plein de trucs. On fera d'autres émissions très vite, très bientôt, sur tous les autres films et sujets dont on devait parler un peu de Gaulle. Allez le voir, parce que ça marche pas du tout, c'est un bide, alors que c'est vachement bien. Alors vachement bien. Reste cool, sac à merde. C'est un chef-d'œuvre. C'est le Laurence d'Arabie français. Tu vas tellement regretter. Non, je le dis, j'assume. Mais on en reparlera. Mais allez voir De Gaulle avant que ça se pète la gueule. Mais bon, il y a aussi Spielberg qui a fait un film cette semaine. On en reparlera dans une prochaine émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver bien évidemment cette émission en podcast sur le site de Canal B, et puis retrouver le lien pour l'écouter sur tous les réseaux sociaux que le docteur utilise. Merci Antonin. You're welcome. D'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir écouté, et puis on se retrouve très bientôt, parce qu'on a tellement de choses à vous raconter. Merci à vous. Non mais franchement, là c'est dur, c'est chaud. Il y a trop de choses. Oui, vous vous rendez pas compte. En plus, on a lu des livres, on a vu des films. On n'a pas le temps. On se retrouve très vite et on en parle. Merci à vous. Ciao. Des bisous. Il y a votre copain là-bas, tout seul, avec un air tragique.
partez? Et oui, je travaille. Qu'est-ce que vous faites? Je m'occupe des cas sociaux. Non, c'est pas vrai, je plaisante. Je travaille dans une banque, mais enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Hein. Vous avez l'air suffisamment déprimé comme ça. Vous savez, j'avais tellement envie de vous rencontrer que j'ai sauté le repas de midi. On peut se voir si vous voulez. C'est vous qui dites. Demain? Je veux bien. Comme vous savez, je suis pas très fréquentable en ce moment. Je suis obsédé par la mort, l'ennui. J'ai plus d'appétit, pas d'érection. Je vis chez ma mère, je regarde la télé le matin. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une discussion aussi longue avec quelqu'un. Je crois qu'il va me falloir une sieste d'au moins 3 heures pour m'en remettre. Je gargouille. Vous avez faim? Vous voulez mon sandwich? Prenez-le, c'est pas un sacrifice. D'habitude, je le donne aux pigeons. D'ailleurs, ils sont là. Ils m'attendent. Merci Antoine. À demain Antoine. Vous serez là, hein? Oui. Ou alors je suis sur le banc d'en face.